Et puis à 3 semaines des élections européennes, il est candidat de la France insoumise, numéro 2 sur la liste, aux côtés de la tête de liste Manon Aubry. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Les mesures sur la biodiversité, le projet de la montagne d'or en Guyane remis en cause. On voit quand même que ce gouvernement s'implique en matière d'environnement. Vous en pensez quoi, Emmanuel Il était temps. Bompard? Oui. Il était temps. Le rapport publié hier sur la biodiversité démontre que maintenant il y a urgence à agir, pas seulement à parler. Le problème, c'est que le président de la République, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a pris un certain nombre de mesures qui vont à l'inverse de la transition écologique nécessaire. Mais il est revenu dessus, c'est le Non, principal. par exemple, il ne revient pas sur le fait qu'il est en train de préparer un accord de libre-échange avec le Canada qui s'appelle le CETA, dont les experts disent qu'il va avoir un impact défavorable sur l'environnement et le climat. Il avait pris l'engagement, Emmanuel Macron, d'introduire dans la loi l'interdiction du glyphosate, ce pesticide qui va nous rendre malades, qui est en train de nous rendre malades. Et malheureusement, sur ce sujet-là, il a reporté sa promesse. Mais il a décidé là, dernièrement, tout ce qui de va dans le changer bon ses sens. modèles de production, sur le glyphosate notamment. Pour l'instant, il n'a pas mis dans la loi le fait qu'en 2020, c'était l'engagement qu'il avait pris, on soit effectivement passé du glyphosate. Bref, tout ce qui va aller dans le bon sens sera bien, mais il en faudra beaucoup plus. Et malheureusement, j'ai peur que ces mesures viennent parce que nous sommes à 2 semaines même des élections européennes et que le président de la République fasse de l'écologie un argument de communication électorale. Je pense au contraire que maintenant la question environnementale doit être au cœur de toutes les politiques qui sont mises en place. Vous avez parlé dans votre journal tout à l'heure du jour du dépassement. Nous, on a une mesure simple, introduire ce qu'on appelle la règle verte dans les textes européens, c'est-à-dire le fait qu'on ne prenne pas plus à la planète chaque année que ce qu'elle est capable de régénérer. Et Emmanuel Macron qui fête aujourd'hui ses 2 ans à l'Élysée, dans une ambiance évidemment particulière en France. J'imagine votre position sur la question, mais il a quand même respecté 47 engagements sur les 397 promesses de campagne. C'est mieux que certains en 2 ans, non ? Ah bon, mais quels engagements a-t-il respecté? Si c'est les engagements de casser le code du travail, par exemple, je suis pas sûr que c'était des très bons engagements. Ou si c'était le fait de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, je suis pas sûr que si on demandait l'avis aujourd'hui aux Françaises et aux Français, ils seraient du même avis que le président de la République. Baisse des impôts des classes moyennes, les petites retraites réindexées Qu'il avait sur désindexé l'inflation. lui-même. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui lance hier la mobilisation générale pour l'emploi et l'écologie, promet le plein emploi en 2025. C'est un bel objectif et c'est Vous y croyez pas ? C'est un objectif qu'on peut remplir si on se donne les moyens de le faire. Et les moyens de le faire, ça nécessite d'investir massivement de l'argent public dans la transition écologique. L'ADEME, qui est l'Agence française de développement, montre qu'on peut créer 900 000 emplois si on se fixe un objectif 100% d'énergie renouvelable en 2050. 300 000 emplois si on veut transformer notre modèle agricole. 300 000 emplois si on investit dans l'économie de la mer. Pour ça, il faut avoir du courage politique, bien sûr, et il faut avoir la force de l'investissement public. Or, le président de la République nous enferme dans ces règles absurdes qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne, cette règle des 3%. Et demain, on pourra vivre avec 3% de déficit, on ne pourra pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Le Premier ministre qui vient d'annoncer aussi à l'instant que le pouvoir d'achat moyen par habitant va progresser de 2% en 2019. Si c'est le cas, ça sera une bonne nouvelle pour les Françaises et les Français. Malheureusement, beaucoup de choses augmentent dans le coût de la vie et pour l'instant, en tout cas, le ressenti des citoyennes et citoyens va plutôt à l'inverse, que c'est plus difficile de vivre aujourd'hui, qu'on a des fins de mois trop difficiles, qu'on a des services publics qui sont supprimés, qu'on a une injustice fiscale dans le partage de la richesse dans notre pays. Et malheureusement, la politique du président des riches, M. Macron, a aggravé la situation. Et donc les élections européennes, elles seront une opportunité aussi d'envoyer un message clair, qui est un message de rejet de la politique gouvernementale. Ces élections européennes, 33 listes au total, dont 9 listes à gauche. Selon plusieurs sondages, le Rassemblement national prend la tête. Conséquence logique de votre division à gauche ? Je sais pas, peut-être qu'il y a trop de listes, effectivement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la France insoumise est aujourd'hui la seule force politique de gauche en mesure de franchir la barre des 10%. Et donc, celles et ceux qui veulent faire entendre une autre voix et refuser ce duel ou duo écrit par avance d'un affrontement entre la République En Marche et le Rassemblement National ont une opportunité de le faire avec le bulletin de vote de la France insoumise, de voter pour une liste qui est par ailleurs déjà une liste de rassemblement sur laquelle vous trouvez des anciens socialistes comme Emmanuel Morel, des anciens écologistes comme l'ex-député Sergio Coronado, des communistes, des gens de toute la diversité de la société civile avec une tête de liste Manon Aubry qui est issue d'aucune organisation politique. Mais ça aurait été mieux d'avoir plus que 10%, non ? Vous êtes par exemple au coude à coude avec les Verts de Yannick Jadot, alors que vous allez dans le même sens. Il y a un problème quelque part, non ? Non, mais la campagne commence en fait, même si en fait elle a commencé depuis longtemps, mais on sent bien que la dernière ligne droite est le début de la campagne réelle. Donc nous on espère bien sûr faire beaucoup plus que ces 10%. On est en campagne
pour ça. Il y a un désaccord, une divergence avec M. Jadot. C'est que lui, il pense qu'on peut faire la transition écologique dans le cadre des traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. C'est pas notre cas. Parce que si on veut investir de l'argent public, je disais, on doit désobéir aux règles européennes. Si on veut protéger notre industrie, on doit désobéir aux règles européennes. Si on veut protéger nos services publics, on doit désobéir aux règles européennes. Donc on a un point de divergence, de désaccord. Maintenant, c'est aux citoyennes, aux citoyens de choisir. Mais il y a aussi cette abstention qui vous guette, 60%. Comment vous comptez y remédier à la France Insoumise? Je crois qu'il faut convaincre de l'importance, de la nécessité de se déplacer le 26 mai prochain. Et il y a quelques arguments simples. D'abord, dans le contexte national, si Emmanuel Macron sort en tête de l'élection, il aura une carte blanche pour continuer sa mauvaise politique. Donc toutes celles et ceux qui sont en colère, qui ne sont pas d'accord avec la politique gouvernementale, peuvent envoyer un message clair en se déplaçant le 26 mai. Ils peuvent aussi mettre l'accent sur la nécessité d'avoir une politique cohérente pour le changement, la transition écologique, une politique de partage de la richesse, soutenir aussi dans les urnes les revendications qui se sont exprimées dans la rue pour la démocratie, le référendum d'initiative citoyenne, la justice fiscale. Voilà, on peut envoyer beaucoup de messages en allant voter le 26 mai prochain et j'espère qu'on va arriver à convaincre les citoyennes, les citoyens qu'il faut le faire. Emmanuel Bompard, quand Raquel Garrido, l'ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, compare la répression au Venezuela à celle de Christophe Castaner en France, vous en pensez quoi? C'est pas un peu excessif? Non, mais je pense que on parle de deux situations politiques qui sont extrêmement différentes. Mais cela n'exonère pas pour autant le fait qu'on est dans le cadre de ce mouvement des Gilets jaunes face à une répression politique, policière qui est terrible. Il y a 3000 personnes qui ont été blessées dans cette mobilisation, près de 20 personnes qui ont perdu une main, 10 personnes qui ont perdu un œil. C'est des gens qui auront des séquelles toute leur vie pour avoir participé à des mobilisations, dans leur grande majorité qui étaient des mobilisations pacifiques. Et je pense que le ministre de l'Intérieur est comptable de cette situation, de son absence de qualité dans sa politique de maintien de l'ordre. Il est comptable aussi des mensonges et des instrumentalisations comme la semaine dernière quand il a inventé de toutes pièces une attaque sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Oui, il y avait des responsables et qui ne devraient plus être en responsabilité. Qui allaient dans son sens là. Bien sûr, madame, mais quand on est ministre de l'Intérieur, on vérifie un petit peu ses informations avant de communiquer. Je crois non. Il est revenu dessus en tout cas. Non, il a corrigé le terme. Il a dit que c'était pas une attaque, une intrusion violente. Mais ce qu'on lui reproche, c'est pas le terme, c'est d'avoir inventé une histoire pour jeter le discrédit sur une mobilisation, sur des manifestants pacifiques. Il devrait démissionner le plus vite possible parce que dans n'importe quelle démocratie du monde, un ministre de l'Intérieur qui ment quitterait ses responsabilités. D'ailleurs, je vais vous donner de l'eau à votre moulin. Toutes les manifestations des Gilets jaunes sont interdites demain. Manuel Bompard, merci. Demain 8 mai, et évidemment, victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Manuel Bompard, merci. Je rappelle que vous êtes candidat aux européennes numéro 2 sur